Raconter. J'adore raconter, c'est mon truc de raconter. Mais depuis un an, je tourne beaucoup en rond et je raconte pas grand-chose. J'ai fait des travaux dans l'atelier, un peu de business, quelques tableaux sur le côté, un peu de tout, mais beaucoup de rien. Du coup, depuis le début de l'année, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter? Déjà, j'ai envie de vous raconter comment je travaille, les coulisses de l'atelier. Parce que depuis mes débuts sur les réseaux, je vous montre les tableaux terminés, je fais des vidéos sur le sujet et je vous montre jamais le processus de création. Et je suis trop con parce que tout le monde me dit que c'est ce qu'il faut que je fasse et je le sais en plus, mais je le fais pas, je sais pas pourquoi. Mais du coup, comme dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Mais au-delà de vous montrer les coulisses de l'atelier, j'ai aussi envie de découvrir le monde, sauf que pour l'instant, j'ai pas les moyens de voyager. Du coup, autant découvrir le monde en le peignant. Depuis l'atelier, je vous partage tout ça, c'est comme si on voyageait tous ensemble, gratuitement. Malinx. Le truc, c'est qu'il y a 200 pays, ce qui rend le choix de la destination un peu compliqué. Par contre, on peut lancer une fléchette sur une carte et laisser le hasard choisir à notre place. Notre première destination, ce sera... Ok, Biélorussie, donc c'est Minsk, c'est à peu près tout ce que je sais de ce pays, donc c'est pas grave, je vais faire mes devoirs et puis je vais trouver quelque chose à faire, hein. C'est le but de la collection après tout. Donc c'est parti. J'ai commencé à me renseigner sur le pays, sur son histoire, son architecture, sa population. J'ai enchaîné les croquis, genre beaucoup de croquis, mais à force de recherche et de persévérance, j'ai trouvé quel tableau j'allais faire. Du coup, voilà le croquis que j'ai retenu pour ce premier tableau. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé de représenter une rue de Minsk, mais je vais vous expliquer pourquoi pendant le process. La Biélorussie, c'est entre la Russie et la Pologne. Il y a environ 9 millions d'habitants, comme en Suisse, sauf que c'est 5 fois plus grand. C'est un pays assez jeune parce que ça a été reconnu comme une nation souveraine qu'à la chute de l'URSS dans les années 90. 90 pour les Français. Par contre, l'histoire de la région remonte à la principauté de Polotsk, qui était un rival de la Russe de Kiev. Ensuite, ça a été rattaché au Grand-Duché de Lituanie et ça a marqué le début d'une longue période pendant laquelle la Biélorussie s'est faite balloter d'un empire à l'autre. Et c'est pour ça que l'histoire de la Biélorussie est difficile à raconter parce que du XIIIe siècle à 1917, son histoire dépend toujours de celle d'un pays voisin. D'abord la Lituanie, ensuite la Pologne, puis la Russie. Et si on regarde une carte de l'Europe, en fait, c'est assez logique. Ils n'ont pas de montagne pour se protéger, ils n'ont pas d'accès à la mer et ils sont au carrefour entre plusieurs grandes puissances. Donc forcément, pendant des siècles, ils étaient au cœur de tous les conflits. Et un événement marquant de cette période, c'est la campagne de Russie de Napoléon. Enfin plutôt, la retraite. Parce que la traversée de la Bérézina, c'est en Biélorussie. Avant de faire mes recherches, j'étais persuadé que la Bérézina, c'était en Russie. Et je sais que je suis pas le seul, faites pas genre. J'ai terminé le croquis, ça a pris pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Maintenant, je vais pouvoir faire la couche de fond, la laisser reposer toute la nuit, comme ça demain c'est sec et je peux attaquer directement. J'en ai profité pour mettre une protection plastique contre le mur, vu que je viens de terminer les travaux dans l'atelier, j'ai pas envie d'abîmer la paroi. Donc c'est parti, on va faire cette couche de fond. La couche de fond, ça permet de mieux voir ce qu'on fait parce que c'est plus facile de travailler sur un fond coloré et puis ça remplit aussi tous les petits trous de la toile et ça évite qu'il y ait des points blancs sur la peinture finale. Mais en plus, ça retend la toile qui a été malmenée pendant le croquis et ça permet de commencer la peinture sur une surface lisse. Maintenant que c'est sec, je vais pouvoir faire le ciel. Je vais le faire en gris chaud, c'est mieux que le bleu que j'avais fait sur le croquis original. Je trouve que ça fera mieux ressortir les éléments. Après voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur un ciel. Par contre, on peut parler du bas-relief. Si je l'ai choisi, c'est parce que pendant longtemps, la Biélorussie a été très attachée au système soviétique. Parce que jusqu'au début du XXe siècle, la Biélorussie est extrêmement pauvre. Et il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que les choses changent. Rappelez-vous vite fait de vos cours d'histoire. En 1917, la Russie, elle abandonne la Première Guerre mondiale parce que c'est la révolution chez elle. Du coup, la Biélorussie, au même moment, elle tente de s'émanciper. En plus, il y a les Allemands qui les soutiennent, donc c'est tout bénef. Sauf qu'au même moment, les bolcheviks, ils arrivent à mettre en place une république socialiste soviétique biélorusse, qui en plus est un des membres fondateurs de l'URSS, donc l'indépendance... Pas pour tout de suite, mon gars. Au niveau du bâtiment, je vais pas vous mentir que je m'y suis pris comme un manche. J'ai commencé par le béton, alors que j'aurais dû commencer par les fenêtres. J'ai pas attendu que ça sèche suffisamment entre les couches. Du coup, le scotch, arraché des morceaux, j'ai dû faire des retouches. Enfin bref. Heureusement, je me suis rattrapé avec le panneau sur le toit. Le rouge ressort bien sur le gris, comme je le voulais. Et le mot qu'on voit en entier sur le tableau, c'est le mot gloire, qui s'écrit pareil en russe et en biélorusse. Pendant l'ère soviétique, la langue biélorusse est peu à peu mise à l'écart à cause de la scolarisation massive faite en russe. Ironie de l'histoire, vu que 30 ans auparavant, 77% des Biélorusses étaient analphabètes. Dans les années 30, il y a eu les grandes purges staliniennes. C'est un moment de l'histoire qu'ils ont préféré oublier, beaucoup de morts, pas super cool. Et après toutes ces souffrances, on peut se dire « Ah, la Biélorussie va enfin pouvoir vivre heureuse ?» Pas du tout. Opération Barbarossa des Allemands, on remet le couvert, 1,3 million de morts après la guerre, le pays détruit.
super ambiance en tout cas. Par exemple, Minsk, la capitale, est détruite à plus de 80%. 80 pour les Français et les Belges. Du coup, au moment de reconstruire, les autorités, elles font table rase et elles disent on va faire de cette ville la vitrine de l'urbanisme soviétique. Rien que ça. On est le 3e jour, j'ai importé les rushs d'hier, j'ai foiré ma balance des blancs. Mais je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, et je peux pas retourner, c'est le problème avec la peinture. On va pas effacer la... Bref, du coup maintenant on va tout tourner avec une lumière contrôlée, comme ça je bouge plus mes réglages et ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc place à la suite. Pendant que je peins, parlons un peu du style du bas-relief. L'œuvre a été réalisée dans les années 70 par Anatoly Artimovitch. C'est le genre de sculpture typique de la fin de l'URSS à mi-chemin entre le réalisme socialiste et le modernisme soviétique. Qu'on aime ou pas le style, il faut reconnaître que c'est technique et que l'œuvre, elle est travaillée. Pour être honnête, c'est assez difficile de capter tous les volumes du mur en peinture et heureusement que le tableau est assez grand parce que si j'avais dû faire ces détails en plus petit, j'aurais mis 2 fois plus de temps. Le truc, c'est qu'avoir une ville flambant neuve, ça sert à rien s'il n'y a rien à y faire. Du coup, les autorités ont fait de la capitale la principale productrice de tracteurs de toute l'Union soviétique. Et ça marque le début d'une ère prospère pour la Biélorussie, qui pour la première fois depuis des siècles attire des gens pour les opportunités qu'elle offre. Et forcément ça renforce l'attachement au système communiste. Mais je vous apprends rien, au début des années 90, l'URSS s'effondre et les pays reprennent peu à peu leur indépendance. D'ailleurs, c'est à Minsk que la dissolution officielle de l'Union soviétique est signée. Et pendant que je peignais la vitrine du KFC, je sentais un décalage avec le reste du tableau. Le bas-relief soviétique prend une place monumentale, il écrase la composition, et cette petite bande rouge du fast-food avec les néons flashy de la pizzeria, c'est comme une percée du mode de vie à l'occidental dans cet environnement soviétique. Pourtant, moins de 5 ans après la chute du régime, la Biélorussie tente de renouer des liens forts avec la Russie, comme à l'époque soviétique. Oui, parce que c'est à ce moment-là qu'entre en scène un personnage principal de l'ère post-soviétique, j'ai nommé Alexandre Loukachenko. Au début, il rassure la population avec un taux de chômage assez bas comparé aux autres pays de l'ex-bloc soviétique. Mais bon, ça fait plus de 30 ans qu'Alexandre est réélu président à chaque élection, et vous vous en doutez, ça fait pas l'unanimité. En 2020, des manifestations sont organisées pour protester contre les résultats des élections. Il y a plus de 100 000 personnes qui descendent dans la rue parce que Loukachenko a été réélu pour la 6e fois consécutive avec plus de 80% des voix. L'année passée, rebelote, il est réélu pour la 7e fois avec 87% des voix. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question le système électoral d'un pays dont je ne suis pas citoyen. Mais quand autant de monde descend dans la rue pour protester, faut doser sur les chiffres. 55, 60%, pourquoi pas ? 87, pas à nous Alexandre, il y a anguille sous roche, c'est de la mauvaise foi à un moment. Enfin bref, aujourd'hui, Minsk se rapproche de plus en plus de Moscou, à tel point qu'on en parle comme d'un état satellite du Kremlin. Et ça on le voit clairement avec l'aide apportée à l'armée russe dans la guerre en Ukraine, avec un soutien logistique et militaire, mais aussi sur les prises de position à l'international qui se calquent sur la politique étrangère de Poutine. Et depuis les manifestations de 2020, pendant lesquelles des centaines de personnes se sont faites emprisonner, la répression est tellement dure que les gens ont adopté une stratégie moins frontale. Et derrière son air passif, le personnage représente cette résistance discrète. Elle nous montre sur son téléphone le blason Paonia, qui est un symbole de résistance avec ce cavalier blanc sur fond rouge, qui par ailleurs sont également les couleurs du KFC qu'on voit derrière. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement drôle quand on y pense, un symbole du capitalisme qui a les couleurs de la résistance. Ça a peut-être aussi un peu motivé mon choix dans la composition du tableau. Mais l'opposition se passe aussi en ligne, avec les médias indépendants qui dénoncent les agissements du gouvernement, et l'utilisation de messageries cryptées leur fournit un anonymat numérique qui leur permet de s'organiser et de soutenir les opposants qui se font harceler en permanence par le KGB. Ouais, le KGB, le même que pendant l'URSS, ils n'ont pas changé le nom, ils en ont rien à foutre. Et c'est ça que je trouve impressionnant avec la Biélorussie. Quand on pense à l'architecture communiste, c'est souvent la Russie, la Chine ou la Corée du Nord qui nous viennent en tête, alors qu'il y a un pays européen dans lequel l'urbanisme soviétique est très présent et toujours d'actualité. Honnêtement, quand j'ai lancé la fléchette, je me suis dit que comme première destination, c'était super compliqué, mais j'avais vraiment envie de jouer le jeu et en vrai, je suis content d'avoir fait cette découverte. Malgré la difficulté de l'exercice, j'aurais jamais fait la démarche de me renseigner sur le pays si la fléchette n'était pas tombée dessus. S'il y a des Biélorusses, je vous laisse me dire si j'ai réussi à immortaliser une rue de Minsk, en mettant en avant ces oppositions entre le bas-relief soviétique, le KFC qui est un symbole du capitalisme, et cette jeune femme avec laquelle j'ai tenté de représenter la jeunesse du pays qui soutient une forme d'opposition en passant par des biais numériques, tout en faisant profil bas face à la dureté de la répression.
Et puis les autres, dites-moi aussi si j'ai réussi, si vous y êtes allé, donnez-moi votre avis en commentaire. Avant de lancer la fléchette pour la prochaine destination, sachez qu'il y a des reproductions du tableau qui sont disponibles sur mon site internet, le lien est en description. Je les imprime moi-même, j'ai pas de sponsor, donc c'est un bon moyen de me soutenir. Ceci étant dit, abonnez-vous pour pas manquer notre prochaine destination qui sera